Jean-Michel Beignet, philosophe, Université de Paris-Sorbonne. Denise Mirou-Navier, épidémiologiste environnemental à EHESP, École des hautes études en santé publique de Rennes, et Franceline Marano, que je ne vous présente plus, vu que vous êtes là depuis ce matin. La science remise en cause, oui, en effet, on l'entend de plus en plus. Enfin, en tout cas, nous, Inter, et enfin, nous autres journalistes, on le voit bien, hein, sans même parler de paranoïa, il y a une forme de... Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Enfin, en tout cas, la science est remise en cause, comme la politique, comme le journalisme, et la science est un peu plus embêtant et remise en cause. La science serait responsable des mauvaises utilisations, mauvaise étant un jugement de valeur, mauvaise utilisation que l'on ferait de ces découvertes, de ces avancées. Puis on accuse les scientifiques donc d'être tous vendus à la grande industrie, ou presque. En tout cas, de se retrancher trop facilement derrière le doute et l'incertitude pour ne rien dire du tout. Enfin bref, la science, oui, semble être remise en cause, et d'aucuns, nous on le voit bien dans les courriers des auditeurs, se réfugient dans des postures de certitude qui s'apparentent plus à la religion qu'à autre chose. Des postures très violentes et de plus en plus violentes. C'est assez effrayant, et il n'y a pas qu'à France Inter, c'est partout ailleurs. Dès lors que l'on déroge à certaines règles, qu'on ne va pas tout à fait dans le sens du poil, on est accusé, mais beaucoup plus violemment qu'on ne l'était avant. En tout cas, derrière tout ça, je sens en tout cas, voilà, une remise en cause de la science qui, pour moi, finalement, scientifique de formation, est un des fondements de notre société. Moi, ça ne laisse pas de m'inquiéter. Jean-Michel Beignet, ça vous inquiète aussi? Ah bon, ça va, je ne suis pas tout seul alors. Bien sûr que c'est inquiétant, bien sûr. Mais cela dit, il faut quand même peut-être, sinon relativiser, du moins nuancer. Bon, c'est une question qu'on a soulevée il n'y a pas très très longtemps lorsque on abordait la crise du recrutement des jeunes chercheurs. On s'apercevait que les étudiants se détournaient de plus en plus des études scientifiques, et je me souviens qu'à l'époque, le ministère avait lancé une grande enquête au terme de laquelle il s'avérait que les Français, globalement, aiment la science, mais ils n'ont plus confiance dans les scientifiques. C'était ça le résultat. Alors bon, à partir de là, on peut évidemment formuler des hypothèses sur ce diagnostic. Bon, les hypothèses, elles révèlent toujours à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire que bon, la science, le magistère des scientifiques a volé en éclats au XXe siècle, sans doute à la suite de la révélation des désordres environnementaux ou des guerres. La guerre, déjà la guerre de 14-18 avait fait beaucoup pour égratigner la science, puisqu'on a eu affaire à une guerre qui bénéficiait, si l'on peut dire, des sciences et des techniques. Bon, après, il y a eu Hiroshima, il y a eu un certain nombre... Mais je pense qu'il y a des phénomènes nouveaux aujourd'hui qui tiennent aussi à ce que les instruments de diffusion des savoirs et d'accès au savoir produisent des effets qui sont délétères. On parle de la crise de l'expertise, par exemple. Donc la crise de l'expertise, si on prend la chose simplement, on pourrait se dire c'est les scientifiques, c'est la crédibilité des scientifiques qui est mise en question. Et pourquoi l'est-elle, cette crédibilité? Eh bien, essentiellement, à mon sens, parce qu'il y a une montée en puissance de ceux qu'on appelle les profanes sachants. Ces profanes sachants qui sont effectivement sachants, qui ont un savoir et qui sont en mesure de contester publiquement, par voie de réseau et par voie de recours à Internet, les verdicts, ou en tout cas les diagnostics des experts assermentés. Donc là, il y a clairement un débordement du champ de l'expertise par ces profanes sachants. Mais c'est pas un bon signe quand même, parce que finalement, pourquoi la parole serait-elle systématiquement appropriée par les scientifiques, patentée? Pourquoi elle ne pourrait pas être contredite par d'autres? Alors ça pourrait être un bon signe dans certains champs. Moi, je pense que par exemple dans le domaine de la santé, la montée en puissance des associations de patients, c'est pas mal.
Parce que, de fait, sur les maladies rares, par exemple, les patients sont souvent plus à même de fournir des indications, des informations, etc. Donc, pourquoi pas ? Maintenant, globalement, je crois que c'est assez dangereux et pernicieux, pour des raisons d'ailleurs que vous avez croisées en introduisant. C'est qu'on s'aperçoit que la représentation qu'on se fait de la science devient de plus en plus floue. Les frontières de la science et les frontières des religions, par exemple, sont devenues extrêmement floues. Et il y a une religiosité de la science qui est en train de se développer aujourd'hui. Et cette religiosité de la science, elle est... Un exemple ? Oh, je pourrais prendre... prenons l'exemple des sciences de l'information et de la communication, hein, qui pénètrent tout le monde de nos technologies. Moi, quand on me parle de la constitution du cerveau planétaire sur la base des internautes que nous sommes les uns et les autres, qui ne sommes pas plus que des neurones de cette planète technologique, je dis là, il y a une perception des instruments du savoir qui est extrêmement floue et qui peut donner lieu à peu près n'importe quoi. Mais je pourrais aussi prendre, je ne sais pas, l'exemple du créationnisme qui a rejailli il y a quelques 5 ou 6 ans, via l'intelligent design. Bon, cette espèce de mise en contestation du darwinisme qu'ont orchestré un certain nombre de réseaux, qui ont réactivé des perceptions religieuses, puisqu'on a recouru à l'intelligent design. S'il y a un dessin intelligent, il y a forcément un dessinateur, si je puis dire. En tout cas, il y a une providence. Ça a marché globalement, hein, au point que donc, certains États américains ont décidé d'autoriser l'enseignement du créationnisme en concurrence avec l'enseignement du darwinisme. Parce que les deux choses ont été perçues comme pouvant être mises sur le même pied. Et c'est ça qui est extrêmement pernicieux, c'est-à-dire il n'y a plus de hiérarchie entre le savoir et la croyance. Alors est-ce que pour un autre exemple, et ça c'est notre responsabilité de journaliste, de mettre systématiquement autour d'une table un climato-sceptique, même si ça se fait moins, et un représentant de la majorité des scientifiques, est-ce que ça participe de la même chose ? On prend forcément un certain risque, hein, surtout si à la fin du débat, on demande au public de voter. Hein, comme ça se fait de plus en plus souvent. Hein, on met effectivement deux positions antinomiques, hein, et puis c'est celui qui détient la position la mieux argumentée, ou en tout cas la mieux acclamée, qui l'emporte. Alors effectivement, on est dans une espèce de démagogie organisée, et cette démagogie organisée, elle se développe de plus en plus grâce aux instruments d'information et quelquefois à la complaisance des médias, hein, sur ce genre de thème. Qui ont besoin de bons clients et pouvoir participer à beaucoup de débats avec Claude Allègre et Jean Jouzel. Jean se faisait ramasser au bout de 5 minutes. Jean, il fait pas le poids, Jean Jouzel. Il fait pas le poids face à un Claude Allègre. Alors, évidemment. Justement, Denise Mirou, est-ce que dans cette défiance vis-à-vis de la science, il n'y a pas une responsabilité des scientifiques qu'on voit finalement assez peu, qu'on entend mal, peut-être parce qu'ils ne savent pas se montrer tels qu'ils sont? Est-ce qu'il faut former les scientifiques à communiquer, à aller dans l'arène, ou c'est un autre métier, ou faut un autre métier pour servir d'intermédiation? J'ai pour principe, chaque fois que je m'exprime en public, je vais répondre à votre question, de décliner mon identité. Alors certes, comme vous l'avez présenté, je suis épidémiologiste environnemental, Université de Lorraine, École des hautes études en santé publique, mais j'occupe un certain nombre de fonctions. C'est pas au titre de mes fonctions que je m'exprime ici, c'est bien à titre individuel, mais ça peut sortir, donc je préfère que les choses soient claires. Je préside actuellement, je suis président par intérim de la non-commission, puisque c'est ainsi que j'aime la baptiser provisoirement, dont on a pas mal parlé ce matin, qui est la Commission nationale de déontologie des alertes en santé publique et environnement, dont on pourra dire un mot justement dans l'interface avec la société civile et avec Franceline, la Commission environnement du Haut Conseil santé publique. Francine est vice-présidente et moi-même président. Mais ce n'est pas au titre de ces fonctions que je m'exprime sur ce point. Les règles déontologiques vous obligez à le dire. En revanche, en effet, au titre de cette réflexion sur la déontologie, je voudrais dire d'abord que il est important, bien entendu, que les scientifiques, une fois qu'une position collective, collégiale et consolidée, ce n'est pas l'avis d'un scientifique individuel, mais c'est une position scientifique en l'état actuel,
en l'état provisoire, comme toute en matière de sciences consolidées, qui a en effet, me semble-t-il, la responsabilité d'aller exposer cette position, de la justifier. Mais pour autant, je ne suis pas du tout un adepte de ce qu'on appelle, certains appellent le forum hybride, où tout le monde est au même niveau, parce que chacun est concerné par les questions dont on parle. Chacun est concerné par les risques pour la santé de la population, d'un certain nombre de produits consommation, excusez-moi, la qualité de nos milieux de vie, les médicaments que l'on consomme. Chacun est, à juste titre, potentiellement une personne qui pourrait être affectée. Donc, chacun a droit de s'exprimer. Pour autant, le discours n'a pas le même degré de légitimité, en tout cas ne peut pas porter sur les mêmes objets, et j'insiste sur la nécessité de distinguer les objets et les moments. L'expertise scientifique, comme on l'a dit ce matin, par essence, la science doute. Par essence, la science remet continuellement en cause les certitudes provisoires du moment. Mais il faut, pour qu'une décision publique soit appuyée sur l'état le meilleur des connaissances, qu'il rassemble, qu'il synthétise. Certes, c'est partiel, certes, c'est provisoire, mais en tout cas, c'est le mieux que l'on puisse dire au travers d'un exercice collégial d'expertise dont on a parlé ce matin et sur lequel probablement il faut revenir, parce qu'on peut encore progresser dans la transparence et dans l'éradication de différentes formes de conflits d'intérêts. Oui, on peut progresser, mais pour autant, ce n'est pas nécessairement ensuite dans un débat entre le représentant de la société civile autoproclamé parce qu'il représente l'association X et ce scientifique ou ces 2 ou 3 scientifiques dont on aura choisi intelligemment qu'ils soient d'avis contraire, que pour autant le plus grand parleur, le plus gros parleur aura la meilleure vérité à offrir. Je pense qu'il faut distinguer les moments de l'expression collégiale de l'état de la science à un moment donné, fruit d'exercices collectif, pluridisciplinaire, transparent, dont on doit savoir qui sont ceux qui ont contribué à l'état de cette connaissance et pouvoir vérifier leurs conflits d'intérêts. Et tout ceci, en effet, sous le regard attentif et vigilant, et même critique de l'extérieur. Il faut que la société civile, au travers de ces associations, au travers de ces individus plus ou moins impliqués, puisse porter un regard, interroger les instances d'expertise et les organismes publics sur pourquoi vous faites de la recherche dans ce domaine-là et pas sur cette autre question-là. Donc éventuellement peser dans la gouvernance de ces instances d'expertise et scientifiques pour que des recherches soient sur la table dans un certain nombre de domaines et même puissent porter un regard en interne, et il y a un certain nombre d'agences publiques qui se prêtent dorénavant à cet exercice, sur le respect d'un certain nombre de règles de déontologie, de gestion des conflits d'intérêts, etc. Donc je ne suis pas un partisan de cette présentation où chacun aurait le même, le même mode d'expression sur l'état actuel de la science. Il y a des points de vue de la société civile, y compris de personnes qui se disent représentants de l'opinion publique. Il aura beau avoir une voix très portante et, je dirais, à la limite, très démagogique, populiste, pour autant, ce n'est pas forcément l'état de la science qui sera ainsi exprimé. Et ça serait très dangereux de rentrer dans cette, à mon avis, piste dans laquelle tous ces savoirs seraient mis au même plan. Alors comment on fait, Jean-Michel Beignet, pour mettre... Moi, je suis très, très embarrassé quand on parle... Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais bon, c'est peut-être parce que c'est mon boulot de philosophe de mettre les choses un petit peu en perspective, mais je m'aperçois qu'on ne parle plus de la science comme on en parlait encore il y a 20 ans. Hein, et aujourd'hui... C'est-à-dire, on en parlait comment il y a 20 ans, elle était porteuse de progrès. La science, c'était pour mieux connaître le monde. Ouais. La science, c'était pour recevoir des explications. La science, c'était pour investiguer le monde. Et aujourd'hui, elle fait peur. Là, aujourd'hui, on ne parle de la science que comme productrice d'objets de consommation, par conséquent. On ne parle de la science que comme devant produire des effets.
On l'a réduit à la technologie, c'est ça? Bien entendu, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de plus en plus de technosciences, parce qu'il y a eu une conjugaison faite entre la science et la technique, et nous sommes dans ce registre-là. Et ce qui est surprenant, c'est que dans nos esprits, c'est allé très très vite, et nous nous acclimatons à parler de la science comme on en parle là, en disant conflit d'intérêts, ceci, cela, etc. Alors que jusqu'à il y a peu, le scientifique, c'était un chercheur qu'on pouvait payer sur fonds publics, certes, à qui on laissait du temps, à qui on laissait beaucoup de manœuvres, dont on attendait ce qu'on appelait de la sérendipité. Il pouvait poursuivre un objet de recherche et puis finalement découvrir autre chose, etc. Et c'est plus du tout ça, la science. Le scientifique, aujourd'hui, on ne veut pas qu'il fasse de la recherche, on veut qu'il produise des objets innovants. Et on lui donne de l'argent pour 2 ans, et au bout d'1 an, on lui demande un rapport d'étape pour voir s'il est bien sur les bons rails. Et on lui demande, quand il remplit une réponse à appel à projet, on lui demande d'anticiper ses résultats. Résultats escomptés, les livrables, comme on dit. Et c'est invraisemblable. Si vous n'êtes pas dans le monde de la recherche scientifique, vous seriez complètement chaviré si on vous disait comment sont traités aujourd'hui les chercheurs scientifiques. Vous confirmez, Denise Mérou et Francine Marano, il n'y a plus de place aujourd'hui. La grande découverte ont toutes été faites par hasard en cherchant toute autre chose. C'est devenu impossible aujourd'hui ? Moi, je vais répondre pour avoir vécu l'avènement de la biologie cellulaire moderne et moléculaire et de la génétique, effectivement, donc l'exemple exact de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire dans les années 70, une grande disposition pour les chercheurs avec de l'argent et pas de cahier des charges précis comme ceux qu'on a actuellement. Et ça a conduit à une évolution absolument fondamentale et formidable des connaissances en l'espace de 20 ans. C'est-à-dire que quand je compare les livres que j'avais quand j'étais étudiante dans le domaine de la biologie cellulaire et ceux que j'ai utilisés en tant que professeur, 20 ans plus tard, ça n'avait plus rien à voir. Donc il y a effectivement, là, il y a eu une explosion des connaissances qui s'est faite, mais des connaissances fondamentales. Et je pense que le problème qui s'est posé et du fait que les citoyens peut-être se sont décrochés un peu de cela, c'est que, en fait, on ne s'est pas suffisamment, nous scientifiques, à ce moment-là, préoccupés peut-être des problèmes de la vie de tous les jours. Et il y a eu un balancier quelque part qui s'est produit ensuite. Et en particulier, les politiques nous ont demandé, à nous, scientifiques, quel est votre rôle ? Et je me souviens de l'expression de Gaulle qui disait, oui, les chercheurs, ça cherche, mais est-ce que ça trouve ? Parce qu'il avait donné effectivement beaucoup d'argent. C'était un des grands discours de Sarkozy aussi. Et voilà, il avait donné. On avait eu des financements tout à fait importants pour créer des nouvelles universités sur toute la France. Et en contrepartie, effectivement, le temps de la recherche, c'est pas celui des politiques. Donc, le temps qu'il a fallu pour faire avancer les connaissances dans le domaine du vivant, ça a été sans doute quelque chose qui a été mal compris par les politiques et peut-être pas suffisamment expliqué au public. Et puis, à contrario, enfin aussi en contrepartie plutôt, il y a eu tous les scandales sanitaires. Je pense que celui du sang contaminé et donc ensuite de la vache folle, et de l'amiante dont on a parlé ce matin, ça a joué un rôle absolument déterminant tout au moins en France. Ça n'a pas été vrai partout dans le monde, mais enfin en tout cas dans les pays voisins. Mais en France, ça a créé en fait encore un décrochement plus important vis-à-vis du public qui n'a pas compris pourquoi donc les scientifiques n'avaient pas pu prévoir tout cela. Or, je me souviens très bien de ce qui s'est passé au moment de la découverte de la transmission par le prion. On ne savait pas l'existence du prion. La découverte s'est faite en fait à peu près par d'ailleurs une équipe de recherche qui était peu financée, qui était au CEA.
Et on croyait que c'était des virus qui intervenaient. Et donc, c'était là, il y a eu effectivement, entre ce qui s'est produit à ce moment, enfin, pour cette première, ce premier événement dont je me souviens bien, et le public, il y a eu un décrochement. Comment on a donné beaucoup d'argent aux scientifiques, et voilà, ils n'arrivent pas à prévoir. Donc, il y a eu ça. Et bon, effectivement, là, il y a eu ensuite la bascule. On est passé au fait qu'au lieu d'avoir donc la possibilité, avec le temps de la recherche qui est toujours long, de pouvoir travailler sans avoir, avec la possibilité aussi de prendre des chemins de traverse, hein, ce qui est absolument nécessaire dans le domaine de la recherche, eh bien, on s'est trouvé coincé dans des rails où il faut avoir des résultats très rapides, et ce qui n'est pas envisageable correctement. Alors, il faut avoir des résultats très rapides, il faut avoir une science technique qui permet de multiplier les publications, tout ça avec des budgets qui diminuent. Du coup, les chercheurs vont les chercher parfois dans l'industrie, et du coup, cette accusation générale faite à la recherche d'être vendue de toute façon à l'industrie, on entend ça partout. Denise Mirou, partagez ce constat. La science est entachée aujourd'hui de collusion, si ce n'est de corruption. Au risque de nouveau prendre à rebrousse-poil. Mais vous avez bien raison. Je vais exprimer le point de vue selon lequel je trouve au fond assez sain que les industriels qui mettent sur le marché des substances chimiques issues de leur laboratoire de recherche ou de nouvelles technologies issues de leur laboratoire soient comptables de contribuer au financement des travaux permettant d'assurer qu'il n'y aura pas de risque pour la santé. Et comptable de quelle façon, selon vous? Comptable, y compris comptable. C'est-à-dire qu'ils contribuent au financement des travaux permettant. D'accord, mais au coup par coup, sans que personne ne le sache? Justement, non. Donc, voilà. Sur le principe, je trouve très sain, très bon, et que ce ne soit pas ensuite, et avec les moyens limités dont ils disposent, que la puissance publique essaye de courir après ces nouveaux produits mis sur le marché pour essayer de démontrer, et on sait que c'est extrêmement difficile, les effets potentiels à long terme. Donc, qu'il y ait une part de financement substantiel du secteur économique, des différents secteurs économiques, permettant de vérifier que ce qui est ensuite mis sur le marché n'occasionnera pas, parce que parfois les délais sont très très longs, de conséquences pour les consommateurs ou pour la population générale, je trouve extrêmement ça. Maintenant, il faut en fixer les règles. Il faut en fixer les règles, et ça ne peut pas être comme ça l'a été trop longtemps, et comme peut-être ça l'est encore dans des interstices du dispositif, mais certainement moindre que ce que nous avons connu, moi j'ai connu, Francine a connu il y a une trentaine d'années, au travers de financements directs de personnes ou de laboratoires. C'est au travers de conventions passées avec les institutions, les universités, l'INSERM, l'INRA, etc., permettant d'engager un programme de recherche avec une transparence absolue des termes de cet accord sur les conditions de publication, l'absence totale d'imprimature, c'est-à-dire de possibilité de donner l'autorisation de publication et de changer quoi que ce soit à ce qui a été écrit par les chercheurs. C'est un financement non pas gratuit, parce que cela sert la cause finalement de l'innovation et du développement économique, parce que s'il y avait effectivement découverte de problèmes liés à l'usage de ce nouveau produit, autant que l'industriel le sache maintenant, plutôt qu'on découvre plus tard des conséquences dont il pourrait, espérons-le, être comptable cette fois-ci sur le plan juridique ou financier par les réparations. Ça existe déjà, ça, avec les opérateurs de téléphonie mobile. Exactement. Ils abondent un fonds de 2 millions d'euros, c'est ça ? C'est un exemple qui a été contesté, qui a fait que certains ont considéré que toute la recherche qui était financée au travers des contrats alloué par, en l'occurrence dorénavant, l'ANSES, qui dispose, grâce à une taxe parafiscale, de moyens de financer des recherches, de lancer des appels d'offres qui sont évalués par des conseils scientifiques strictement indépendants et ensuite mis sur la place publique. Ce genre de dispositif, est-ce que c'est une taxe parafiscale à tous les coups? En tout cas, c'est le modèle qui a été choisi pour cela. Je trouve que c'est une voie tout à fait raisonnable. Jean-Michel Beignet. Bah, écoutez, oui, moi je ne peux qu'abonder dans le sens de ces remarques concernant la nécessité pour la recherche publique de recourir à des financements privés. Là, c'est un principe de réalité qui s'impose. La recherche scientifique est obligée de recourir de plus en plus à des grandes infrastructures, à des machines hyper sophistiquées et très coûteuses. Bon, dans le temps même où les États, je ne parle pas simplement de la France, mais les États modernes s'appauvrissent. Mais maintenant, il faut en tirer les conséquences. Il faut en prendre la mesure. Je ne vais pas revenir sur la recherche contrainte au court-termisme,
comme c'est de règle dans une entreprise. Mais il faut bien voir que là, on a raison de s'inquiéter. De voir par exemple le pouvoir pris aujourd'hui par les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Bon, c'est pas du mythe, c'est pas du mythe. Les représentants de ces... Quel pouvoir ils prennent? Le pouvoir financier. Mais quel rapport avec la recherche? Précisément parce que la recherche, via les politiques qui se laissent impressionner par ces GAFA et qui donnent leur quitus à des demandes de financement, on est dans cette situation. Je vais prendre un exemple. L'Union européenne a financé à hauteur d'1 milliard d'euros il y a 2 ou 3 ans pour la réalisation d'un cerveau artificiel à Lausanne, le Human Brain Project. Bon, là, c'est typiquement un exemple où on voit bien que l'influence des GAFA a joué beaucoup pour convaincre l'opinion capable de décision à l'Union européenne d'ouvrir 1 milliard d'euros, sans en avoir évidemment consulté les électeurs. Bon, ouvrir un crédit d'1 milliard d'euros pour un projet qui va capoter, a capoté très très vite parce que toute la neurobiologie française, en tout cas, s'est retirée du projet très très vite en s'apercevant que c'était un projet qui était davantage influencé par les fantasmes transhumanistes que par des préoccupations médicales. Mais c'est typique. Et on peut observer la chose. J'ai longtemps été expert à l'ANR, à l'Agence nationale de la recherche, et j'ai vu en quelques années les mots d'ordre et les slogans qu'on entend dans le monde industriel se transformer en argumentaire dans des appels à projets. Donc il y a une pénétration. Et puis c'est vrai que Laurent Alexandre, avec qui j'ai fait un livre il n'y a pas longtemps, il crie partout sur toutes les chaînes de télévision que les politiques sont nuls, ils ne connaissent rien à la science. Et c'est vrai, les politiques sont nuls, ils ne connaissent rien à la science. Cela dit, ils sont convaincus, les politiques, que c'est l'innovation technologique qui peut assurer la prospérité du pays. Donc, ils ont les oreilles du côté des chefs d'entreprise, surtout si ces chefs d'entreprise sont impliqués dans les méga-machines que sont les GAFA. Et donc, on facilite évidemment les recherches sur le plateau de Saclay, à Toulouse, à Bordeaux, là où on a créé des technopoles. Eh bien, on favorise évidemment des objectifs de recherche qui sont conformes à ce qu'attendent les industriels. Donc là, il y a bel et bien un pas qui est franchi et qui condamne la science à ne plus produire que des objets de consommation, et on s'astreint à suivre finalement les lois du marché pour décider de ce qui mérite d'être engagé et cherché sur le terrain scientifique. Alors la CNIL vient de lancer une alerte sur certains objets connectés, les derniers mis en œuvre, vous savez, ces bornes Google, Apple qu'on met sur un bureau et vous les appelez, ils vous répondent. Voilà, d'après la CNIL, c'est une menace grave pour l'intimité de chacun, parce que toute parole est enregistrée, et l'avis qui sera peut-être officiel de la CNIL, c'est de recommander aux gens que vous invitez chez vous de leur dire que leur conversation pourrait être enregistrée. La CNIL, elle est déjà aussi malheureusement complètement archaïque, c'est dommage, mais elle court derrière des objectifs et des valeurs qui n'ont plus cours. Prenez un jeune de 25 ans aujourd'hui à qui vous dites mais votre vie privée n'existe plus avec Facebook. Il dit la vie privée c'est une chose du passé. Et donc cette espèce de volonté de transparence ou de cloisonner une vie privée, c'est malheureusement une valeur qui est en voie d'obsolescence. C'est jamais arrivé dans le passé, dans l'histoire des sciences, que la recherche... je ne sais pas depuis quand on peut dire qu'on fait de la recherche. C'est jamais arrivé que ce soit des groupes privés, des entreprises privées, des intérêts privés qui financent la recherche. Si, donc bien sûr. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, dans les laboratoires de recherche en France, mais ailleurs, il y a très souvent des contrats qui sont... Mais ça remonte aux années 50. Non, mais je veux dire l'équivalent des GAFA qui ont la main mise... à ce point, oui. À ce point, je ne sais pas, effectivement, parce que là, c'est mondial. C'est quand même la différence.
Dans le passé, la recherche, elle était beaucoup plus, disons, centrée sur des personnalités d'ailleurs, plus que d'ailleurs des groupes importants. L'organisation de la recherche telle qu'on la voit maintenant à l'échelle internationale, les réseaux de laboratoires, ça n'existait pas. Moi, quand j'ai commencé à faire de la recherche, on travaillait dans des groupes qui étaient relativement isolés les uns des autres, avec des connexions internationales qui étaient très difficiles parce qu'il n'y avait justement pas Internet. Et quand on voulait savoir ce qu'avait publié quelqu'un à l'autre bout du monde, il fallait envoyer un courrier, attendre que ça revienne. Voilà. Et d'ailleurs, c'est à partir de disons de la nécessité d'échanger entre scientifiques qu'on a que Internet s'est développé. Hein. C'est comme ça que ça s'est fait. Sur des fonds du DARPA américain. Oui, effectivement, c'est parti des États-Unis, de la Californie, mais c'était sur le modèle de ces échanges bibliographiques qui se faisaient avec le papier, en écrivant, et où on attendait parfois 3 semaines, 1 mois, voire plus, que la publication revienne. Donc le temps de la recherche, à l'époque, n'avait rien à voir avec celui qu'on a actuellement. Et par ailleurs, il y a eu aussi le fait que pour les Européens, eh bien, les financements de la recherche maintenant passent quand même très largement par l'Europe, à travers des consortiums européens dont les appels d'offres sont très orientés, comme vous venez de l'expliquer, sur des projets à court terme. Et les projets à long terme, et c'est très difficile de les faire financer. Et je pense que il y a eu une évolution extrêmement importante. Mais il ne faut pas être pessimiste pour autant. Hein. Non, mais quand même... Là, il y a quand même eu beaucoup d'avancées, en particulier dans le domaine qui nous intéresse, en santé-environnement. Quand on fait la comparaison de la situation il y a 30-40 ans et la situation actuelle, il n'y a pas photo. Oui. Mais je rebondis sur ce que disait, regardez le micro, Jean-Michel Beignet, les GAFA, le transhumanisme. Il y a aussi, la réduction de la santé à des flux de données par des assistants personnels chargés de fournir les battements du cœur, le taux de glycémie, etc. Et tout ça, on a Apple qui est derrière. Ça dit quoi de l'évolution de la science ? Oui, ça, c'est effectivement, c'est quand même... c'est important. Je pense que pour la médecine personnalisée, c'est extrêmement important. Ça va permettre de faire de la prévention. Donc au Conseil de santé publique, on a travaillé là, tout à fait récemment sur la stratégie nationale de santé où la prévention a été mise vraiment en avant. Et ces outils-là devraient apporter quelque chose. Mais alors là, le danger, c'est effectivement la récupération par les GAFA et par Google en particulier de toutes ces informations. Et les assureurs derrière. Ensuite, ce qu'on peut en faire. Ouais. Alors, il y a le côté positif et puis ensuite, les risques que ça peut avoir pour l'individu par l'utilisation de ces données personnelles pour on ne sait pas trop quoi, mais qui peuvent être ensuite réutilisés éventuellement par un employeur, un assureur, etc. Mais Denis, tu peux en dire quelque chose ? Moi, je voudrais juste en dire un petit mot, parce que cette question des objets connectés qui vont se multiplier dans le domaine de la médecine, qui va devenir elle-même connectée, effectivement, on dit, bah oui, ça va nous donner 10 ans ou 30 ans de plus en longévité, c'est sûr, sans doute. Ça va permettre la médecine personnalisée et prédictive. Mais je crois que sur le terrain de la science, on va y perdre énormément, parce que déjà, on voit que la médecine va être de moins en moins amenée à expliquer les symptômes. Et elle va être de plus en plus amenée à collecter des données qu'elle ne pourra pas gérer elle-même. Le médecin ne pourra jamais gérer les milliards de données qu'on va obtenir de tous ces instruments de mesure dont on sera doté. De sorte que la science médicale va devenir d'abord et avant tout une science statistique. Une science qui va simplement s'attacher à la corrélation des données et à fournir des pronostics sur la base de la corrélation des données. Donc la dimension explicative de la science, l'ère où le bon temps où le médecin était celui qui cherchait à comprendre le symptôme sur la base d'une investigation qui était certes rudimentaire, la palpation, l'entretien clinique, etc. Cette médecine-là disparaît au profit d'une
d'une médecine qui est complètement livrée aux ingénieurs spécialistes du traitement du signal, et cette médecine va être de plus en plus une médecine de la corrélation. Spécialiste, le médecin sera celui qui gérera la corrélation de données sans se donner les moyens de l'explication. Et ça, je pense que c'est très grave et on n'en prend pas l'exacte mesure actuellement, mais je pense qu'il faudrait qu'on prenne conscience de cette transformation. Pas simplement en se disant, c'est vrai que la dimension dialoguée du médecin et de son patient va disparaître au profit de l'observation des données et de l'imagerie médicale à tout prix, mais c'est aussi la posture du médecin par rapport à la maladie qui va être durablement transformée. Denise Birou, la science instrumentalisée par la technique disparaît derrière la technique, les flux de données. Oui, je suis assez sensible à ces arguments, d'autant qu'on s'inscrit là dans le cadre de cette exposition Vénénum, et on peut très très bien imaginer que poussons le raisonnement jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on puisse continuer à mettre sur le marché des substances dont on connaît le danger, dont on sait qu'il y a un certain nombre de risques, mais qu'on va doser le risque en fonction de la vulnérabilité particulière de chaque individu, précisément mesurée, supposons-le, par les productions de cette recherche personnalisée où on aura collecté toute une série d'informations sur les individus. Avec du coup une assurance maladie personnalisée en fonction des risques pris au jour le jour. Oui, mais ceci se fait toujours, non pas au dosage individuel, mais se fait toujours au travers de données statistiques valant pour une certaine fraction de la population. Et puis il y a des laissés pour compte. Il y a des seuils qui sont définis et après, ceux qui sont hors de ces seuils, on laissera à côté, et ce n'est pas très important. Il y aura donc beaucoup de perdants de cette opération. Et c'est cette société-là dont j'ai l'immodestie de déclarer que je n'en veux pas trop. Je préfère qu'on ait une recherche qui permet d'identifier quels sont effectivement les potentiels dangereux d'un certain nombre de nouvelles technologies et de produits chimiques mis sur le marché, et puis d'éviter que la quasi-totalité, si ce n'est la totalité de la population, puisse être affranchie de cette exposition par des dispositions réglementaires, d'informations, toute une série de mesures par lesquelles on peut éviter la contamination des milieux, la contamination de nos produits de consommation ou des produits technologiques qu'on mettra à la disposition des individus. Cette voie de recherche utilitariste. On voit bien pourquoi les industriels favorisent ce genre de travaux, parce qu'ils y voient un marché, ils y voient des débouchés. Ça ne constitue pas un obstacle au développement de leur technologie. Après tout, le public pourra, et sous sa propre responsabilité individuelle, prendre des dispositions pour s'affranchir des conséquences, mais on leur a prévenu. De la même façon qu'on a maintenant partout sur les trottoirs des petites affichettes disant attention, c'est glissant, non pas pour empêcher que les gens tombent, mais que les gens ont été prévenus et ne viendront pas porter plainte. Il n'y a plus de société là, c'est plus que des individus qui doivent se prendre en main tout seuls finalement. Il faudra jouer sur tous les tableaux, bien entendu, mais en amont, il faut que des dispositions soient prises collectivement pour que l'ensemble des gens, il ne faut pas compter que chacun soit au même degré de capacité à comprendre, à anticiper, à adapter ses comportements à ces situations-là. Ce n'est pas vrai. Il y a des inégalités culturelles, des inégalités de capacité à saisir ces messages qui font que, comme d'habitude, les inégalités territoriales, sociales seront exagérées par des dispositions qui se fondent sur la responsabilité individuelle. Franceline Marano. C'est vrai, mais moi, je voudrais quand même faire état de ce que c'est que la science citoyenne. Je trouve que c'est quelque chose qui a monté en puissance, effectivement, de façon tout à fait importante dans les 20 dernières années, et qu'il faut vraiment prendre pour nous, les scientifiques académiques, on va dire, labellisés parce qu'on est universitaire ou chercheur dans les grands organismes. Il faut qu'on prenne ça en compte. L'expertise du terrain, moi j'y crois vraiment. Et le fait de pouvoir se concerter maintenant dans le cadre de groupes ou de démocratie participative, comme on dit maintenant, où il y a les différentes parties prenantes et où la confrontation de notre expérience et de l'expérience de terrain qui monte en puissance, vraiment, à travers les associations, il faut vraiment la considérer comme quelque chose disons,
de positif et qui a fait évoluer les débats. C'est-à-dire que effectivement, il y a plus de controverses actuellement parce que peut-être, grâce à cela, justement ceux qui représentent les citoyens sont montés en puissance de connaissance. Et ils ont une autre forme de connaissance que celle qu'on peut avoir, nous, qui sommes parfois un petit peu trop éloignés, justement, du terrain. Et je voulais insister là-dessus parce que ça me paraît quelque chose de très important à travers tous les débats qu'on a pu avoir. Alors ensuite, ce qu'en font les politiques, c'est autre chose. Hein. C'est pas parce qu'il y a ces débats qu'il y a cette discussion. Et là, on vient d'avoir les états généraux de l'alimentation où il y a eu ce type de confrontation. Hein. Je pense que ça sera évoqué là tout à l'heure par des gens qui ont participé, comme François Veyrette, là, et qui est là. Il y a cette confrontation, la prise de parole des uns et des autres, et y compris d'ailleurs des industriels qui défendent bien sûr leurs intérêts. Et ensuite, il faut voir ce que le politique fait de ça. Parce que ça ne suffit pas de discuter. Hein. Ça ne suffit pas d'avoir ces concertations qui sont de plus en plus fréquentes, en tout cas en France, hein, mais c'est vrai dans toute l'Europe, pour qu'ensuite les bonnes décisions soient prises. Parce que les décisions de gestion, elles ne sont pas évidentes. Il faut prendre en considération tous les intérêts. Et on voit bien cela avec l'histoire du glyphosate. Donc une recherche un peu plus de terrain qui se confronte aux citoyens, qui les fait intervenir. Hein. Je pense à un programme de l'INRA, un programme du ministère de l'écologie, le programme GESOL, sciences participatives entre l'INRA et des agriculteurs, qui manifestement a porté ses fruits. Des instances collégiales renforcées, aux règles déontologiques plus sereines et plus sûres. Quoi d'autre, Jean-Michel Beignet, avant de passer? Oui, non, vous évoquiez l'INRA. Moi, j'aime beaucoup. J'ai été pendant 8 ans au comité d'éthique de l'INRA, et donc j'ai vraiment suivi et vu. L'INRA qu'on a accusé pendant des années d'être vendu à la FNSEA, à Monsanto, à tout le monde. Alors que c'est sans doute à l'INRA qu'on a été le plus loin dans l'organisation d'une consultation avant programmation de la recherche. Ils avaient inventé ce concept, hein, qui consiste non pas à faire évaluer par des citoyens des programmes de recherche, mais à faire évaluer l'opportunité de conduire telle ou telle recherche. Et ça c'est assez fantastique. Parce qu'autrement, je suis bien d'accord avec vous, madame, qu'il y a lieu d'être satisfait de voir se développer une espèce d'ingénierie du débat. Hein. Vous n'aimez pas les forums hybrides, mais il y a les conférences citoyennes et des choses comme ça qui se sont mises en place. Simplement, il faut quand même, et c'est pour ça que vous avez modulé les choses en évoquant la question de savoir, mais qu'en font les politiques, hein, parce que ça risque aussi de déraper dans le gadget. Je me souviens d'avoir participé à la première conférence citoyenne sur les OGM il y a une douzaine d'années. Hein, c'était formidable. On avait sélectionné 14 citoyens lambda. On les avait mis en position de se faire une culture sur la question à la suite de 3 ou 4 week-ends où c'était formidable. Et puis, le jour J, il y a eu cette conférence citoyenne où on a débattu du pour et du contre, etc. Et puis, ça devait se conclure évidemment par une recommandation, hein, c'est ce qu'attendait le politique, en principe, de cette conférence citoyenne, des recommandations. Hein, seulement, le jour où on a donné ces recommandations, c'était le lendemain du jour où les pouvoirs publics avaient pris les décisions concernant les OGM. Donc, c'était une farce invraisemblable. Hein, et donc... Voilà, ces conférences citoyennes, elles sont exaltantes, elles exaltent les citoyens qui participent à ces conférences organisées donc avec les milieux scientifiques, mais en réalité, elles n'ont aucune efficacité. Je ne parle pas du débat public sur les nanotechnologies qui a été une foirade extraordinaire. J'étais au ministère à ce moment-là, j'étais au ministère de la Recherche en charge des questions de sciences et société. Donc on organisait un débat sur les nanotechnologies dans 17 villes de France. Hein. Bon, mais très très vite, il s'est révélé que ce n'était pas évidemment du débat qu'on organisait, puisqu'on confrontait le public avec des experts. Hein. Et dans l'esprit du ministère, que je désavouais à l'époque de l'Intérieur, dans l'esprit du ministère, les conférences, la consultation devait rassurer les citoyens en leur donnant les bonnes informations, celles venant des experts. Très très vite, dans le public, les gens ont dit « mais qu'est-ce que c'est que ce débat ? C'est pas du tout du débat. Hein. Nous, on veut
On veut discuter des raisons pour lesquelles il faudrait que nous vivions avec des nanoparticules un peu partout. Nous, on veut discuter de la question de savoir est-ce qu'on va vivre mieux avec les nanotechnologies ou pas. Mais ce n'était pas du tout dans l'esprit du politique qui organisait ce débat, qui a de toute façon foiré parce qu'il a été aussi saboté par un certain nombre, par pièces et main d'œuvre. Hein. Mais enfin, donc, je suis d'accord avec vous, c'est bien qu'il y ait des organisations de citoyens à droite et à gauche, mais il faut savoir quand même que le politique est une force d'inertie considérable. C'est surtout que dans la loi française, les consultations publiques sont toujours en aval des projets déjà décidés. J'ai participé il y a 3 semaines au premier débat régional en Île-de-France sur le Grand Paris, 3 ans donc après le vote de la loi, avec des experts qui n'avaient à sortir comme argument que du métro, du tramway, de la truelle, et qui ne s'étaient jamais posé la question de savoir comment les gens se déplaçaient réellement en Île-de-France, d'où un débat qui a fini quasiment en pugilat, les citoyens s'estimant floués, à tout le moins d'être consultés si tard et de ne pas être entendus par des gens qui portaient une expertise de bonne volonté. Madame. Oui, en fait, dans le cadre des nanotechnologies, effectivement, là, c'est un bel exemple. Bon, bien sûr, vous avez évoqué celui des OGM, mais là, un bel exemple du fait que la technologie et l'application des recherches dans certains domaines va beaucoup plus vite que la recherche des risques potentiels. Et là, c'est typiquement ce qui s'est produit, parce que quand on a découvert, et ce sont les physiciens qui ont... C'est venu de la recherche, là, les physiciens qui ont découvert les propriétés tout à fait spécifiques de la matière au niveau de l'infiniment petit, et tout ce qu'on pouvait en tirer en termes technologiques, eh bien, les industriels se sont précipités parce qu'ils ont vu tout de suite l'intérêt que ça pouvait avoir avec disons, un passage direct des laboratoires de recherche aux applications industrielles. On avait oublié de voir que il y avait quand même autre chose qu'il fallait regarder, c'était les impacts sanitaires et les impacts sociétaux. Et là, c'est venu après. Donc c'est en fait en grande partie à cause de ça que ce débat national n'a pas bien marché, parce qu'il aurait fallu anticiper. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on était en train de développer ces nouvelles technologies, certains aspects d'entre elles sont extrêmement intéressants, d'autres n'ont aucun intérêt. Il y a le débat actuellement sur l'utilisation de ces nanoparticules dans le domaine alimentaire, qui va certainement continuer encore un bout de temps. Hein. Là, c'est utile-futile. Est-ce que c'est vraiment utile de mettre des nanoparticules parce que ça fait joli sur des voilà. Alors que bon, dans la crème solaire, ça peut être intéressant. Ce débat, il aurait dû avoir lieu bien avant. Donc d'où le fait que forcément le public se dit qu'est-ce que ça veut dire, c'est déjà fait. Et le moratoire qui était demandé par donc en particulier pièces et main d'œuvre, c'était ça. C'est déjà sur la. Donc vous nous demandez notre avis après que tout soit fait. Mais l'art de la démocratie, c'est aussi de convaincre les gens d'une décision qui a déjà été prise. On peut voir les choses comme ça. Oui. Oui, j'allais dire juste un mot concernant ce débat. Et j'allais dire, évidemment en tirant un peu la couverture à moi, que la vraie difficulté, elle était philosophique. C'est-à-dire qu'il y a 2 manières de concevoir l'éthique. Hein. Soit l'éthique, c'est la réponse à la question « comment bien vivre ?» la vieille question philosophique, « comment bien vivre ?» Et en l'occurrence, comment bien vivre avec des technologies, comment bien vivre avec des technologies qui nous font atteindre le milliardième de mètre en ce qui concerne les nanotechnologies. Ça, c'est une façon de poser les problèmes. Comment bien vivre? Seulement, la plupart du temps, quand on est politique, quand on est industriel, hein, on perçoit la question de l'éthique en de tout autres termes. Et on pose la question, y a-t-il des inconvénients? Y a-t-il des avantages? Y a-t-il des risques? Y a-t-il innocuité? Hein, la question éthique qu'on avait posée avec les nanotechnologies, c'était celle-là. Alors que les gens, eux, ils voulaient qu'on réponde à la question « comment bien vivre ?» Et là, il y a un clash philosophique que je ne vois pas la possibilité vraiment de combler. Il faut simplement savoir qu'on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Et souvent, avec les technologies d'aujourd'hui, on ne parle pas de la même chose et on se donne comme argument « on ne peut pas ne pas
faire ce que l'on fait parce qu'il y a la concurrence, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Les cellules souches, faut-il, c'était la question qu'on posait il y a une petite dizaine d'années, faut-il autoriser la manipulation des cellules souches embryonnaires? Nous, en France, on a répondu non, les Anglais ont répondu oui. Donc on est allé chercher nos cellules souches en Angleterre pour faire le travail de recherche ici. Mais à chaque fois, on a oublié vraiment la vraie question qui était celle de savoir comment bien vivre avec ces techniques, avec ces sciences que nous développons. Mesdames, Messieurs, avez-vous des remarques, des questions, un point de vue sur la science? Est-elle, selon vous, remise en cause? Non, merci pour ce débat très vif et très animé, effectivement. Là, pour le coup, on n'a pas eu le temps de faire la sieste. Ça a été très dynamique. Moi, je m'interrogeais quand même sur le statut des apprentissages collectifs face à ces controverses, ces débats. Bon, les OGM, j'ai beaucoup regardé. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le diagnostic de l'inutilité de la conférence de citoyens. Elle a servi d'appui à plein d'acteurs pour mener des combats moins visibles dans les années qui ont suivi, etc. Donc, je pense qu'il y a un problème de méthodologie, c'est-à-dire que ne pas peut-être regarder toujours les choses au point culminant, là où il y a les neiges éternelles, les politiques les plus visibles, les institutions les plus visibles. Il se passe plein de choses dans la durée qui déplacent. Et la deuxième remarque, c'est par rapport justement au débat nano. Il y a deux choses. Il y a effectivement des publics qui ont été très, très mécontents de la manière dont était cadré le débat, comme on dit. Mais PMO a joué un tout autre rôle. Son problème, de toute façon, c'était de faucher le débat, c'était le terme. Comme les faucheurs de champs d'OGM, d'ailleurs. Il y avait un lien au nom d'un néoludisme qui était revendiqué bien en amont. Depuis le début des années 2000, et même peut-être avant, quand on refait l'histoire de Grenoble et de l'opposition au nucléaire, d'ailleurs, et ce qu'ils appellent le technogratin. Ils ont vu émerger les nécro-technologies très tôt. Il y a des textes qui sont très antérieurs, de presque 10 ans. Par ailleurs, il y a eu alors, lanceurs d'alerte, je ne sais pas, Jean-Pierre Dupuis, par exemple, avait fait des rapports extrêmement, on va dire, catastrophistes, préparant son catastrophisme éclairé, d'ailleurs, ou en tout cas le travaillant, c'est-à-dire voyant venir précisément ces transformations. Et c'est passé par des circuits assez hétérogènes. Et donc, je pense qu'il faut je pense qu'il y a des transformations qui ont lieu à des endroits qu'on ne voit pas forcément si on regarde toujours le même type de scène. Et donc, ça m'amène à ma question, c'est qu'il y a effectivement aujourd'hui une tension entre un technoprogressisme que vous avez bien tous résumé, qui moi aussi, effectivement, me fait pas très envie, et en même temps un catastrophisme qui est quand même très dominant aussi. C'est-à-dire qu'on a en gros, il nous reste je ne sais pas combien d'années pour que l'humanité de toute façon soit à bout, bousille la planète, etc. On est quand même bien parti dans des discours très très puissants aujourd'hui. Et il y a un troisième discours qui a du mal à exister, qui pourtant est déjà engagé sur le terrain. Donc j'aime bien l'idée d'expertise de terrain. C'est-à-dire toutes les alternatives qui sont en train de pousser un peu partout. Alors, ça peut prendre des formes limites, comme la biodynamie, la permaculture. Donc, on va se marrer, les jardins partagés, de ce qu'on veut. Il y a un côté un peu réenchanter le monde. Mais il y a des savoirs qui entrent là-dedans. Et il y a aussi de la science. Et je pense que la responsabilité des communautés scientifiques, c'est de resymétriser à la fois la critique des technosciences dans leur manière de configurer les programmes, et en même temps de rehausser un petit peu une autre manière de concevoir. Je vois en écologie, par exemple, en écologie scientifique, la manière d'aborder les écosystèmes aujourd'hui a énormément évolué. Le numérique entre en ligne de compte, mais il n'est pas dominant. Il y a toujours des gens qui ont les pieds dans la boue des marécages ou des zones côtières pour aller voir des choses. Travailler avec des profanes, c'est pas uniquement leur donner une parole symétrique, c'est savoir utiliser les savoirs locaux pour gagner du temps, peut-être que des bases de données distantes, etc., etc. Donc je pense que ce troisième terme mériterait d'être rehaussé, et pour sortir peut-être du côté un peu déprimant quand même de l'ensemble. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis. Je dirais que ce troisième terme, il existe. C'est ce qu'on appelle souvent les bioconservateurs. Les bioconservateurs contre les technoprogressistes. Les bioconservateurs qui cherchent à conserver le foyer de toutes les possibilités. La nature envisagée comme ce foyer de toutes les possibilités, comme le foyer de la biodiversité. Les catastrophistes, ça m'embête que tu mettes Jean-Pierre Dupuis en regard de PMO, parce que PMO, son slogan, c'est « discuter, c'est accepter ». Donc ne jamais discuter, parce que si vous discutez, vous avez déjà accepté.
Il ne fallait pas discuter des nanotechnologies parce que c'était une manière de dire qu'on l'acceptait. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Juste, je mets pas Dupuis exactement dans le même truc, à part que Jean-Pierre Dupuis s'en prend justement au forum hybride et à la démocratie dialogique, notamment en visant en particulier Michel Calon, explicitement dans plusieurs textes. Et donc c'est bien que cette idée qu'on va débattre des risques, etc., et on va rater la catastrophe qui arrive. Il y a quand même cette tension chez lui qu'il assume. J'en ai débattu avec lui. Donc et sur certains aspects, il a pas tort. Moi, je travaille sur la question de l'irréversibilité en essayant toujours de la prendre du point de vue des acteurs qui essayent de faire bifurquer jusqu'au dernier moment. Vous savez, c'est la fameuse blague. Hein, jusqu'ici, tout va bien. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a toujours possibilité de créer. Alors, je ne sais pas si c'est bioconservateur parce que c'est bio-innovateur aussi. C'est pas forcément conservé. Bon, enfin. Jean-Pierre Dupuis, il a une conception du prophétisme intéressante. Il dit il faut prophétiser la catastrophe pour que précisément elle n'ait pas lieu. Et dans la Bible, les prophètes en général sont contrariés par la réalité, justement. Les prophètes de malheur sont toujours contrariés par la réalité, mais c'est parce qu'ils prophétisent le malheur qu'ils l'évitent. C'est bien pour ça qu'ils ne veulent pas discuter. Pardon ? C'est bien pour ça qu'ils ne veulent pas discuter, qu'ils refusent le dialogue. Enfin, dans le cadre de ce débat sur les nanotechnologies, toutes les associations n'étaient pas du tout sur la même position que Pièces et Main-d'œuvre. Il y avait France Nature Environnement, qui était d'ailleurs, c'est une fédération énorme, hein, 800 et quelques mille adhérents. Hein, il y a beaucoup de partis politiques qui aimeraient bien en avoir autant. Hein. Parce que c'est une fédération très importante de sociétés, donc de protection de l'environnement, et avec leur réseau qui est là, donc santé-environnement, pas environnement-santé. Ils ont vraiment porté cette question de la connaissance des risques des nanotechnologies, mais avec un discours très positif. Ils souhaitaient que le dialogue puisse se faire de façon positive. Donc, et je me souviens qu'à l'époque, le fait qu'il y a eu cet empêchement par Pièces et Main-d'œuvre du fait de certains débats de façon très violente, pour France Nature Environnement, c'était au contraire un échec de leur proposition d'établir le dialogue de façon constructive entre les scientifiques, les experts, le public et des associations qui ne rejetaient pas tout comme ça sans vouloir discuter. Il y avait des choses qui étaient bien, d'autres qui étaient moins bien, et d'autres qu'il fallait peut-être éviter complètement. Bon, donc on ne peut pas tout mettre dans le même sac, je pense, là. Messieurs, dames, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Si vous levez la main, tout va très très bien se passer. En général, les choses se passent bien. Pas de réaction ? Non, sur les savoirs profanes, je vous invite à participer aux réunions organisées dans les régions pour la mise en place des trames vertes et bleues qui réunissent autour de tables des élus, des scientifiques, des naturalistes, des associatifs, des paysans, des chasseurs, enfin tous les usagers de la nature, où il s'avère que sans les chasseurs et sans les paysans, on n'arriverait pas à faire les cartos parce que c'est eux qui savent où se trouvent les bosquets, c'est eux qui ont la mémoire des lieux. Et en discutant des territoires à reconnecter ensemble, très souvent, la mémoire revient et donc le questionnement sur ce que l'on a fait dans les territoires et on en arrive en filigrane à faire de l'écologie. Mais encore une fois, on ne pourrait rien faire. Et d'ailleurs, les atlas de la biodiversité communale mis en place par la loi sur la biodiversité ne pourront pas se faire de toute façon sans ces savoirs profanes tels que vous les avez nommés, ceux des agriculteurs, des pêcheurs et des chasseurs, le tout de savoir comment on les fait rentrer dans une méthodologie scientifique. Mesdames, Messieurs, oui, monsieur, le micro va arriver, il court, il sautille, là il court, non, il marche. Merci. Oui, je m'interrogeais sur la façon d'améliorer, on a évoqué Claude Allègre tout à l'heure, comment la communauté scientifique pourra améliorer sa visibilité au niveau médiatique, en termes de communication, parce qu'on se rend compte que Monsanto, c'était aussi un bon exemple d'une grosse entreprise de communication mise en place pour étouffer quelque part la parole scientifique indépendante.
Et comment est-ce qu'on pourrait envisager, alors je ne sais pas si ce serait par la formation d'équipes spécialisées dans la com au niveau des institutions scientifiques ou ce genre de choses, mais comment améliorer la visibilité de la parole scientifique de façon à ce qu'elle ne soit pas complètement transparente, ou que, par exemple, quand on a quelqu'un comme Claude Allègre en face d'un autre scientifique, ce qui n'est pas justifié scientifiquement apparaît finalement plus crédible. Denise Mirou, il faut que les institutions collégiales délèguent des communicants. Oui, bien entendu, je n'ai pas complètement répondu à la question initiale que vous m'aviez posée là-dessus. Oui. Oui, il faut savoir communiquer, oui, il faut pouvoir transmettre. C'est aux chercheurs à le faire ou à leurs représentants? Mais en effet, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas un combat d'homme à homme ou d'homme à femme, peu importe, d'individualité. Je veux dire, le chercheur doit être le porte-parole d'une réflexion collective qui a été produite par un certain nombre de procédures, et il ne peut pas avoir la connaissance, lui, tout seul, de l'ensemble du champ qui est dans les domaines dont on parle ici, qui est ultra varié, les domaines disciplinaires qu'on appelle, qu'on mobilise pour faire le point sur les risques liés à tel ou tel produit, technologie, requiert des degrés de connaissance, des mobilisations disciplinaires tellement diverses que cela ne peut être que le fruit d'un travail collégial qui est provisoire, évidemment. Et donc, si ensuite on essaye de réduire ça en 2 minutes sur un plateau de télévision pour emporter l'adhésion et la conviction de la population, ce n'est pas ça le bon discours scientifique. Alors, il faut savoir porter la parole, mais il faut aussi savoir dire, vous, monsieur, vous représentez qui derrière? Moi, je représente un rapport d'expertise qui a été produit pendant 3 ans par, je dis n'importe quoi, l'ANSES, au travers de ses comités. Voilà la manière dont le travail s'est produit, et voilà ce que je viens vous dire de l'état aujourd'hui des connaissances. Ça peut être l'INRA, bien entendu, et je ne suis pas en train d'exprimer mon avis personnel. Alors certes, je le dis peut-être moins bien que vous, qui avez une grosse voix, qui avez l'expérience, qui savez faire des effets de tribune, mais moi, je viens vous apporter l'état de la science telle qu'elle est décrite aujourd'hui par la communauté scientifique dont je me déclare. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là, c'est en quoi je disais, il n'y a pas de symétrie. C'est différents niveaux, différents discours, et il faut faire la pédagogie de cette différenciation. Mais il faut le faire avec, là, il faut balayer devant notre porte, chers confrères. En France, dans la hiérarchie de l'information, la société est au milieu, la science est tout en bas, pas loin de l'écologie, et tout en haut, c'est le journalisme politique. Et le bâton de maréchal, c'est d'être journaliste à l'Élysée. À partir de ce moment-là, la science est le cadet du souci de la plupart des journalistes, dont la grande majorité n'ont aucune formation scientifique. Moi, j'en ai une. Foucault, on en parlait au Monde, on a une. On n'est pas nombreux. En France, on doit être 30 000 journalistes. S'il y a, je sais pas, 1000 journalistes formés scientifiquement, enfin formés à l'université ou en grande école, voilà, c'est un maximum. Mais, encore une fois, nous, on voit ça partout, y compris à France Inter, la science n'intéresse personne. Ou alors, à un stade anecdotique. Mathieu Vidard, qui est quelqu'un de remarquable, qui fait son émission tous les jours, ça reste... Voilà, la science, on la met dans une case, elle ne fait pas partie de la société. L'environnement ne fait pas partie de la société, sauf si elle convoque le politique. Vous pouvez faire tous les débats que vous voulez sur le changement climatique, c'est bien. Mais si, pour parler du changement climatique, vous avez François Hollande à Paris avec Barack Obama, là, on va en parler. Là, les journalistes politiques vont s'en saisir et subitement, le sujet va intéresser et il va retomber aussi vite derrière. Donc, il n'y a pas que le problème des scientifiques qui sont peu capables de parler aux journalistes. Dans tout message, il y a un émetteur et un receveur. Le receveur n'est pas toujours de qualité et dans un système qui ne valorise pas la science et dans une, corrigez-moi si je me trompe, un pays, la France, qui n'est pas de culture scientifique, contrairement à d'autres pays et qui a en plus très peu de sensibilité à la nature. C'est la grande différence avec les pays anglo-saxons. Pour conclure, je voulais juste dire un petit mot parce que c'est une question qu'on a soulevée tout à l'heure. Quand vous demandiez, mais est-ce que c'est nouveau tout ça, cette espèce de dispute ou de mésentente entre le public et les scientifiques, etc. Il y avait les académies autrefois. Les grands pays, l'Angleterre, la France, se sont inventés des académies au XVIIIe siècle, précisément pour faire interface entre la science et le public. Et ces académies, elles étaient dotées de libertés académiques, précisément. On y était indépendant du pouvoir politique, du pouvoir religieux, surtout du pouvoir religieux à l'époque. Ça existait. On a encore des académies, vous le savez, mais ces académies, malheureusement, on les entend pas. On les entend pas.
Hein, de temps en temps, je suis allé il n'y a pas longtemps à l'Académie de médecine pour CRISPR-Cas9, parce que il y avait un petit débat, mais ça reste très très clos. Hein, il y a une académie des technologies. Elle est jeune, elle a une dizaine d'années, mais on y ronronne le mardi après-midi. Hein. L'Académie des sciences, c'est un peu la même chose. Son avis sur le changement climatique qui avance, son avis, parce que j'y avais participé à l'époque pour Géo sur, vous savez, l'algue dite tueuse, Colerpa taxifolia. C'était pas de la science. C'était de la pure propagande pour certains intérêts minoritaires. Donc l'Académie, je veux bien, mais elle représente qui ? Précisément, elle représente plus grand-chose, et c'est ça qui est dommage. Mais il pourrait y avoir une revendication citoyenne en faveur d'un renouvellement des académies et de leur rôle, hein, pour faire interface, encore une fois, entre le public et la science telle qu'elle se fait. Madame Marano, et on conclura. Oui, moi, je suis pour que les scientifiques communiquent avec le public. Et c'est vrai que c'est pas facile, nous ne sommes pas formés à ça. Mais malgré tout, on voit bien d'ailleurs avec les jeunes que leur capacité à communiquer s'améliore, hein, et qu'ils savent de mieux en mieux parler en public. Et simplement, surtout dans le domaine de la recherche, étant donné que les travaux qu'ils développent, ce sont toujours des travaux très limités sur un champ de plus en plus étroit, ils ont un peu de mal à avoir une vision un peu globale. C'est pour ça que souvent ceux qui communiquent, les chercheurs qui communiquent, ce sont des gens de nos âges, enfin de mon âge en tout cas. Et voilà, parce qu'on a plus de vision globale. Mais c'est important et on devrait l'enseigner. Enseigner cette capacité à communiquer et ne pas rester uniquement dans son vase clos. Et donc ça nécessite de faire un effort, mais ça devrait être valorisé dans le cadre des formations, à mon avis. Finalement, ma thèse en 180 secondes, c'est pas plus mal. Oui, absolument. Il y a de ça, il y a quand même pas mal d'initiatives. Hein. C'est peut-être parce que je suis d'un naturel optimiste, mais il y a beaucoup d'initiatives qui se développent pour aider les jeunes à communiquer. Et ça, par exemple, c'est un bon exemple. C'est tout à fait bien. Je me souviens, ce sera le mot de conclusion, d'une opération qui avait été montée il y a 2 ans par l'IFREMER et l'Université de Nantes. Ma thèse en 180 secondes, filmée, scénarisée. Donc les étudiants avec leur directeur de thèse obligés de jouer une pièce à partir de leur thèse. C'était sidérant. C'était sidérant d'intelligence. C'était des gens que j'avais un peu aidé à l'époque, tétanisés à l'idée d'être devant une caméra. Et puis finalement, ça leur a fait beaucoup de bien. Et ça a intéressé les politiques qui se sont dit, tiens, il y a ça qui se passe à Nantes, et j'étais pas au courant. Merci à vous 3. Merci de les applaudir.